BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Philippe Béchal vient nous rejoindre, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. D'abord bon anniversaire, vous avez 60 ans aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Vous ne les faites pas. Merci. Ça fait combien de temps que vous suivez les marchés maintenant, Philippe Béchal ? De façon vraiment active depuis 1983. 1983, ouais. D'accord, j'étais au CP, même pas, dernière année de maternelle. Bon, oui. Voilà, vous voyez, les grands esprits à la fin finissent toujours par se rencontrer. J'étais en licence, mais je boursicotais déjà un petit peu. Bon, joyeux anniversaire Philippe, et on est ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur le plateau de BFM Business, d'autant que les marchés restent en pleine forme. On a effacé la crise désormais sur le CAC 40, un CAC en légère hausse encore aujourd'hui de 0,1%. Alors on va parler bien sûr des élections régionales de ce week-end en Allemagne, qui envoient peut-être un signal, bien évidemment, pour la suite, pour ces exécutifs, ces gouvernements qui affrontent la crise sanitaire, et on voit que même en Allemagne ça tangue pour le parti d'Angela Merkel. D'abord, le niveau des marchés là, à 6049, 6050 points, on est pleinement à l'aise, on est bien là par rapport aux perspectives de reprise économique, d'accélération de la croissance. Est-ce qu'on est sur des niveaux finalement sensés, des niveaux rationnels ? On est au même niveau que le 19 février 2020, avec une croissance qui est inférieure de 5% environ, et des bénéfices en baisse de 20%. Alors évidemment, on ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde loin devant, jusqu'en 2023 avec des taux zéro peut-être, ce qui serait absolument merveilleux. Et la quantité d'argent plus la gratuité, plus Tina, ça augure de trimestres encore très très glorieux sur les marchés. Sauf qu'aux États-Unis, on est déjà à 2,5% d'anticipation d'inflation et alors c'est pas les dot plots de la Fed, mais les dot plots du marché, c'est-à-dire les anticipations, c'est 3 hausses de taux en 2023 aux États-Unis. Voilà. Donc je pense que les marchés obligataires ont vraiment manger leur pain blanc grâce finalement à la crise, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, il est possible que l'inflexion sur les marchés obligataires soit déjà survenue il y a peut-être un an. Il y a un an, les matières premières ont cessé de baisser, elles ont arrêté de baisser entre le 28 mars et le 15 avril 2020, et depuis on a un grand trade reflationniste sur les matières premières. Les questions qui taraudent les marchés, à savoir retour de l'inflation, des taux qui repartiraient, des taux obligataires qui repartiraient à la hausse, ces questions-là, en effet, commençaient à se poser très très sérieusement et de plus en plus intensément avant que la Covid n'arrive, ne survienne et ne rebatte les cartes. Donc on se retrouve un peu dans les mêmes questionnements, en effet, que juste avant cette crise Covid. Les perspectives de croissance sont quand même assez spectaculaires, faut le reconnaître. Alors particulièrement aux États-Unis, avec le plan de 1900 milliards de Joe Biden, il y en aura un autre consacré aux infrastructures. Voilà, exactement. Vous pensez que c'est une surchauffe qui nous attend, mais que finalement la surchauffe peut être vertueuse, puisque l'inflation permettrait d'effacer, d'éponger en tout cas une partie des dettes. Oui, est-ce que c'est ce qui nous attend ? Mais c'est ce qu'on espère. On espère finalement une sorte de remake du scénario 1946, 1951, 1952, où les dettes avaient explosé et puis l'inflation à 7-8% avait tout éteint en douceur. Mais à l'époque, il y avait un facteur supplémentaire, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des classes moyennes progressait. Or là, on est depuis plus de 20 ans maintenant dans un écrasement, une érosion permanente du pouvoir d'achat réel des ménages. Alors est-ce qu'on va repartir dans un cycle reflationniste, mais qui en plus de ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages? Parce que si ce n'est pas le scénario de l'immédiate après-guerre, on aura de la stagflation. C'est-à-dire plus d'inflation et un pouvoir d'achat qui ne suivrait pas, donc qui contraindrait évidemment la consommation. Donc le scénario idéal, c'est au moins un pouvoir d'achat indexé sur l'inflation. Donc on verra avec les prochaines discussions au Congrès américain si les $15 de salaire minimum peuvent passer. Déjà on passerait à 10, ça serait pas mal, mais si c'est 15, ça sera un vrai signal envoyé non pas seulement aux Américains, mais envoyé au monde entier. Et justement, certains estiment que là, le plan Biden et la politique de Joe Biden est en train d'essayer de dessiner un État-providence, ce fameux État-providence qui manquait aux Américains, qui manquait aux États-Unis. Est-ce que c'est aussi l'analyse que vous
tirez, que vous dressez, que vous établissez face à la politique mise en place là par Joe Biden, peut-être plus à gauche qu'on ne l'avait anticipé initialement. Oui. Alors, si vous écoutez un républicain, ils vous disent que ce qui est en train de pendre au nez des États-Unis, c'est le communisme. J'ai vu ce matin Janet Yellen dire on va probablement augmenter les taxes sur les riches. Alors j'imagine qu'elle pense aux très très riches et sur les entreprises. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu une hausse de taxes aux États-Unis. Alors bien sûr, on nous dira regardez, la situation n'est pas la même qu'en 2000. Là, on a une pandémie de Covid. Il faut qu'on absorbe ça et donc ça nécessite de pas trop non plus laisser dériver les déficits. Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Là, actuellement, on imprime 4 $ pour faire 1 $ de croissance. C'est quand même énorme. Alors même si on nous dit qu'aux États-Unis, on vise maintenant 6,5, voire 7% de croissance à la fin de l'année, vous avez certainement eu pas mal de gens sur ce plateau qui sont venus dérouler un scénario où jusqu'en 2022-2023, on en serait à 20 000 milliards injecté par la Fed ou par le Trésor américain, c'est-à-dire l'équivalent du PIB américain, tout simplement, en 4 ans. C'est du jamais vu. Enfin, à côté, le plan Marshall, c'est une aumône faite à l'économie. Donc là, on est sur des échelles de grandeur absolument fantastiques. Et là, on n'a pas de précédent. On a eu le précédent du gonflement de la dette après la Seconde Guerre mondiale, mais on n'a pas eu une telle échelle. C'est-à-dire que même avec la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu un endettement aussi massif et aussi rapide de toutes les économies occidentales. Donc on est quand même là face à une grande inconnue. Comment on le résout ? Il y a le scénario idéal, celui que jouent les marchés, c'est-à-dire une inflation maîtrisée à 3,5%. Des banques centrales qui restent, comme on dit, en retrait. Si on a 3% d'inflation, ils sont à 2,5. Si on monte à 3,5, ils montent à 3. Mais ils sont toujours en retard. On est toujours avec des taux réels négatifs. C'est le scénario doré. Et en plus de ça, vous avez des ménages qui gagnent plus d'argent, donc qui dépensent. On a de la croissance. C'est le cercle vertueux. Maintenant, une ligne de crête assez étroite malgré tout. Une ligne de crête assez étroite et puis alors un paquet de dettes qui est de 220 000 milliards à l'échelle planétaire, ce qui est absolument fantastique. Je rappelle que l'encours des actions, c'est 75 000 milliards. Donc vous voyez que l'enjeu sur l'obligataire, c'est 3 fois, quelque part, le poids relatif des actions. Si ça se passe mal sur l'obligataire, ça se passera forcément pas bien sur les actions. C'est pour ça que ça pourra pas se passer mal. Ce sera dans l'intérêt de personne, Philippe. Mais pour ça que les banques centrales... C'est pour ça que ça va bien se passer. Mais c'est pour ça que ça se passe bien, que les banques centrales gèrent cela de façon agréable au marché. Sauf qu'il y a un moment où on sait d'expérience qu'on ne peut pas complètement contrôler une bulle d'endettement. Les Allemands n'ont pas été capables de le faire dans les années 20. L'Argentine n'a pas été capable de le faire depuis les années 90. Il y a plein d'exemples où la dette peut échapper. Alors évidemment, le dollar reste la monnaie de réserve, donc ils peuvent s'endetter sans limite. Jusqu'au jour où ils ne pourront plus. Il y a bien eu des basculements. La France avait une monnaie qui était la monnaie de réserve sous l'ère Napoléon. Ensuite, c'était la livre sterling. Ça a été le dollar. Aujourd'hui, quand on voit la dynamique de croissance de la Chine par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, on se dit que si le yuan n'est pas perçu comme une monnaie extrêmement endettée, entre la puissance économique de la Chine, son poids relatif dans l'économie mondiale et une monnaie qui inspire confiance, il ne faut pas que les Américains jouent trop non plus à injecter en mode monolithe, sinon les Chinois vont sauter sur l'occasion de faire tout basculer une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire le centre de gravité industriel est déjà en Chine, technologiquement il leur manque pas grand-chose aussi pour être de vrais leaders et il leur manque juste une monnaie de réserve. L'Europe surperforme, en tout cas les marchés américains, grâce à la rotation sectorielle depuis maintenant quelques semaines. Encore d'ailleurs aujourd'hui, le CAC 40 lui surperforme les autres marchés européens grâce à sa dimension cyclique, toutes les décotés qui composent le CAC 40. Vous estimez que ça pourra durer longtemps, la surperformance européenne ? C'est une petite parenthèse dont on doit savoir profiter, ou vous estimez que cette fois-ci ça peut durer compte tenu du profil de la reprise qui nous attend ? Compte tenu du profil du CAC 40, où les technos ne pèsent pas grand-chose, donc si elles baissent,
même fortement, ça va avoir un impact extrêmement marginal. Sur le CAC 40, il ne faudrait pas qu'on ait des doutes sur l'envie de consommer des produits de luxe des Chinois et de l'Asie en général. Donc, si les technos consolident et qu'on surpondère les valeurs industrielles ou les valeurs value, les bancaires, etc., le CAC 40 a encore du potentiel. Évidemment, puisque ce ne sont pas les technos qui vont le ralentir. La question se pose différemment, évidemment, au sujet des États-Unis, du S&P, où la part des technos est énorme. C'est 38% du S&P, c'est 60 ou 70% des bénéfices. Enfin, voilà, en France, on n'est évidemment pas dans cette configuration, ce qui fait qu'effectivement, on est en train de surperformer. Et c'est pourquoi le CAC 40 Global Return bat un nouveau record aujourd'hui, je pense à 16 950. Donc voilà, on était à 16 600 en février 2020, vous voyez. Donc petit à petit, on prend de l'altitude et on est en train d'écarter le risque de double sommet. L'enjeu politique risque de venir gâcher un peu l'ambiance ou pas? On a vu, alors on est à 6 mois des législatives, on le rappelle, en Allemagne. Angela Merkel ne se représente pas. Hier, on a vu une défaite du parti d'Angela Merkel. Lourde, oui, dans son fief, du Bade-Württemberg. Ouais, défaite historique. Est-ce que c'est un signal, ça, pour tous les exécutifs qui sont en train d'affronter la crise sanitaire? Est-ce que, voilà, les marchés peuvent... Alors aujourd'hui, on voit qu'ils sont sereins et qu'ils n'interprètent pas manifestement spécialement le scrutin d'hier en Allemagne, mais est-ce qu'ils pourraient à un moment le faire? La situation d'Angela Merkel, elle n'avait plus rien à gagner, elle a pris des mesures impopulaires, elle le paye un petit peu électoralement, mais il se trouve que son allié, les Verts, c'est eux qui sont les grands vainqueurs finalement des principaux scrutins. Alors le SPD monte un petit peu, mais finalement c'est de la perte côté CDU et c'est des gains côté Grüne. Donc là on va dire que par solde, ça ne déstabilise pas pour l'instant vraiment la majorité en Allemagne. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est si d'ici 6 mois, si la crise sanitaire est réglée de façon acceptable ou si au contraire on s'aperçoit que les choses sont compliquées, beaucoup plus qu'on ne veut aujourd'hui le penser. Et donc en Allemagne, on dira il faut peut-être explorer une autre voie que celle de Merkel, qui a été quand même quelque part un peu l'immobilisme pendant 20 ans. Oui, même si elle a opéré un virage quand même en acceptant de quitter le camp des frugaux en Europe pour rejoindre le camp des cigales, malgré tout, assouplir la position allemande sur les dépenses depuis le début de cette crise malgré tout. Oui, alors ce fut une nécessité probablement, mais c'est un virage important malgré tout. Oui, absolument. Ça. La question c'est de savoir si ce virage sera maintenu une fois Angela Merkel hors de compétition, une fois qu'Angela Merkel aura cédé son tablier. Est-ce que l'Allemagne gardera cette stratégie-là une fois qu'Angela Merkel aura un successeur? Écoutez, effectivement, ce qui vient le basculement, c'est que l'Allemagne renonce au dark null, c'est-à-dire zéro déficit. Mais parce que il y avait une pression des industriels et de toutes les composantes de la société pour dire que si on continuait l'austérité en Allemagne ou en tout cas cette forme d'orthodoxie, c'est l'Allemagne qui allait dans le mur. Donc là, il y a une forme de réalisme, mais quand l'Allemagne prend une décision, elle est vraiment pesée et c'est à son avantage à elle. Donc je dirais que c'est certainement une bonne nouvelle pour les industriels allemands si on renonce pour l'instant à la politique du contrôle des déficits, mais si l'Allemagne le fait, c'est qu'elle espère vraiment en tirer un avantage une nouvelle fois. Je suis convaincu, je suis pas du tout germanophobe, mais je pense qu'il y a une vraie forme d'égoïsme de la part de l'Allemagne. Pragmatisme. C'est du pragmatisme, oui. Mais à un moment, quand quelqu'un qui est pragmatique vous dit jouer la solidarité, il faut qu'on fasse tous des efforts, etc., et que soi-même on commence toujours par prendre des mesures qui vous avantagent, sans se préoccuper des autres, sans consulter les autres, voilà. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40 est quasi stable, 6042 points. Et encore bon anniversaire, 60 ans, c'est pas tous les jours. On vous souhaite une bonne fin de journée Philippe. Merci d'être passé sur BFM.